l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici le sommaire. La prévention des risques professionnels est-elle à la hauteur de l'urgence? Le nombre d'accidents du travail a augmenté. Un nouveau décès est à déplorer. Le point dans un instant. L'État élève la carte de la transparence face aux associations et aux autorités locales sur le nucléaire. Eric Spitz prône la confiance. Les anciens sites d'expérimentation sont surveillés et les résultats sont rassurants. Mais les associations de défense des victimes veulent des avancées sur les indemnisations. L'innovation technologique face à l'urgence climatique, c'est la promesse de la 4e édition du Tech for Island Summit, une rencontre internationale dans laquelle les idées foisonnent pour trouver des solutions durables et résilientes. On en parle avec notre invité, Vaimoua Mouliava, membre du gouvernement calédonien, chargé de la transition numérique et de l'innovation technologique. Enfin, nous embarquerons à bord du Vayar Ei aux côtés des membres de la famille Tehahe, pour qui le navire est devenu le moyen de transport économique pour voyager au Rarumat Ei. Son décès est passé inaperçu. En septembre dernier, un homme de 48 ans a perdu la vie sur un chantier de construction. Un accident mortel qui soulève encore une fois les problèmes de sécurité au travail. Le nombre d'accidents a légèrement augmenté en un an de plus de 8% et 5 décès ont été recensés. Alors la lutte contre les accidents graves et mortels fait-elle figure de priorité? Élément de réponse avec Rowan Potorou et Marcel Bonneau. Je ne comprends pas pourquoi on a imposé le harnais vu qu'il avait pied sur terre. Le cax de sécurité, ok, mais le harnais vu qu'il n'était pas en hauteur. D'après le chef, oui, il avait toujours le port de sécurité sur lui et tout. C'était le 23 septembre dernier. Le frère de Vaïté était victime d'un accident de travail mortel sur un chantier de construction à Tiperui. Une palette de ciment mal grutée en était la cause. Les normes de sécurité n'auraient pas été respectées. Pour Gilles, c'est la cause première des accidents dans le BTP. J'ai eu l'occasion de visiter justement un chantier en période de décembre, où c'est la période des pluies. Waouh, même moi j'étais impressionné des conditions dans lesquelles ils travaillent. Quand tu as à faire des bâtiments alors qu'il pleut, tu as les camions qui passent, il y a les engins qui passent, c'est dangereux. Après, vient aussi, c'est ce que je reproche un peu, on a une tendance à vouloir aller vite. Et malheureusement, c'est en allant vite qu'on oublie un peu la sécurité. Pour les 2277 accidents de travail enregistrés en Polynésie en 2021, ce sont les secteurs d'activité du BTP, de l'hébergement et restauration qui arrivent en tête. Une situation qui tend à décliner cette année, vu l'arsenal de mesures de prévention et de sensibilisation engagées auprès des entreprises. On a quand même une amélioration des conditions de travail sur les 20 dernières années, c'est ce qu'il faut noter. On est certainement arrivé à un plateau et les chiffres repartaient un petit peu à la hausse avant la crise Covid où on a eu une chute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire de la prévention pour éviter la survenue de tous ces accidents, que ce soit au travail, sur le trajet ou éviter les maladies professionnelles avec l'exposition continue à des polluants. Pour la Caisse des dépenses pour les accidents du travail, c'est près de 1,8 milliard qui sont dépensés chaque année. Un chiffre encore important pour les 65 560 salariés répertoriés. La transparence sur l'impact environnemental et la santé des habitants, elle est totale, dixit le haut-commissaire de la République en Polynésie. Les associations antinucléaires, elles, peinent toujours à accorder leur confiance. Eric Spitz a fait le bilan de la surveillance radiologique et géomécanique des anciens sites d'expérimentation nucléaire. Et aujourd'hui, il n'y a rien à signaler. Le point avec Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. En résumé de ce qui a été annoncé. Le temps est calme et posé. Le docteur Petit a en charge la surveillance des anciens centres militaires d'expérimentation nucléaire. Les radionucléides sont toujours présents sur les atolls, mais restent sous contrôle. Je ne dirais pas que tout redevient à la normale. Ce qu'on peut dire, c'est que les marquages et les radionucléides qui subsistent sont confinés dans le sous-sol. Les assainissements ont été réalisés et il n'y a pas d'impact sur l'environnement des atolls. Et donc, les marquages est maîtrisé, on peut dire. Eric Spitz insiste sur le fait que l'État veut jouer la transparence. Mieux encore, aller à la rencontre de la population. Vendredi, la Tour Elia, notamment qui est concernée par une possible vague, s'il y avait une fracture ou un glissement de terrain, on va dire,
à Murvoa. Et ce sera du direct, quoi. Hein. Il n'y aura pas d'écran entre nous. Ils nous diront ce qu'ils pensent. Comme disait un ancien ministre, on sera à portée d'engueulade. Ne me parlez pas de transparence, parce que tant que vous ne nous transmettrez pas le registre des malades du cancer dont les pathologies sont reconnues dans la loi Morin, le registre des évacués sanitaires et le registre des morts du cancer, on ne pourra pas discuter. Le Auxerre a annoncé que plus d'une centaine de nouveaux dossiers d'indemnisation seront instruits très bientôt. Eric Spitz qui se rendra à Rikitea et Toureia demain, puis au Tuamotu à partir de dimanche. 4 ans de prison ferme et une amende de près de 18 millions de francs pacifiques. Ce sont les réquisitions prononcées à l'encontre de Karl Meul et Hubert Haddad dans l'affaire de la CEP. Le procès se tient depuis lundi. À l'encontre de Dominique Auroy, 5 ans de prison et la même somme d'amende. Avec cela, une interdiction des droits civiques de gérer une entreprise et d'exercer une fonction publique pendant 5 ans pour 7 des 8 prévenus. Ils sont là pour échanger leur expérience et présenter leur savoir-faire en matière d'innovation. 9 porteurs de projets de Nouvelle-Calédonie participent au Tech for Island Summit, un événement de 3 jours qui propose un espace de réflexion entre start-up et entreprises innovantes de Polynésie et du bassin Pacifique. Il va rassembler aussi les acteurs de l'innovation des secteurs institutionnels publics, privés et académiques de la région, invités à s'interconnecter pour partager les solutions novatrices favorisant l'émergence de nouveaux modèles insulaires de développement durable et résilient. On écoute la chef de la délégation calédonienne au micro de Sandrouli. C'est la deuxième fois qu'on emmène une délégation de porteurs de projets calédoniens ici en Polynésie, parce que la dernière fois c'était à l'occasion du Tech for Island Summit il y a 3 ans. Et du coup, en fait, ici, l'importance, l'objectif de nos porteurs de projets, c'est de créer du lien, c'est de prendre contact avec des gens du pays et essayer de voir s'il y a des opportunités qui peuvent se créer entre les 2 territoires. Ce sont des projets qui ont déjà fait leur première traction commerciale en Nouvelle-Calédonie et donc qui font déjà du chiffre d'affaires. Et là, qui essayent en fait de voir s'il y a des synergies qui peuvent être créées entre la Polynésie et la Calédonie, parce qu'on a les mêmes problématiques et on a généralement les mêmes besoins. Et on en parle tout de suite avec notre invité, Vaimua Muliava Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes membre du gouvernement calédonien, chargé de la transition numérique et de l'innovation technologique et des relations avec les collectivités. Vous êtes donc en Polynésie et vous allez participer au Tech for Island. C'est un rendez-vous interpacifique entre Polynésiens et Calédoniens. Vous, où en êtes-vous en Nouvelle-Calédonie avec le numérique? Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de la Calédonie et ses îles sont connectées aujourd'hui? Bon, le dire, tout d'abord, si vous me permettez, moi, adresser mes salutations et mes respects aux autorités politiques du gouvernement de la Polynésie, les autorités de l'État, les autorités religieuses et le monde économique et aussi culturel du Fénois. Où nous en sommes dans le numérique en Nouvelle-Calédonie? Je pense que la question doit se poser autrement. Le numérique n'est qu'un vecteur qui nous permet d'être connectés. Mais avant cela, il faut d'abord travailler sur l'innovation. Et l'innovation, j'ai envie de dire, c'est l'audace, c'est le courage de se reformuler. Et c'est l'objet de notre venue ici, avec cette délégation emmenée par le pôle innovation. Nous sommes convaincus, comme je pense la Polynésie, qu'à problème océanien, les solutions seront définitivement océaniennes. Et des solutions que nous avons humblement et modestement développées en Nouvelle-Calédonie pourraient être développées ici. Et des solutions ici pourraient être développées aussi inversement en Nouvelle-Calédonie. Donc l'objet de venir ici, ce n'est ni plus ni moins que de reproduire des schémas de pensée et aussi de mobilité que nos anciens avaient déjà à l'époque. Parce que, on le sait très bien, si nous restons enfermés dans nos bocaux à poissons, nous mourrons de consanguinité physique et mentale. Donc, venir à Tech for Island, c'est soutenir la dynamique portée par la French Tech de la Polynésie, et c'est nous rejoindre dans un océan des possibles où nous pouvons créer un terreau favorable, dynamique, structurant, en fonction de notre réalité géographique
et humain. Alors, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, on le sait, l'accès à Internet reste très coûteux. Partant de ce constat, est-ce qu'il est possible, sincèrement, de développer des solutions réalisables pour faire face à l'urgence climatique si on n'a pas les moyens financiers? Oui, mais il y a aussi ce problème de financement. C'est ce qu'on appellerait le vent qui souffle sur la voile de la pirogue. Et vous avez une start-up, pour faire de la publicité pour elle, mais elle est dans le financement participatif, les levées de fonds, c'est Invest in Pacific, qui est venue s'installer en Nouvelle-Calédonie. Voilà un échange structurant avec une technicité développée en Polynésie qui maintenant s'installe en Nouvelle-Calédonie. Ce qui nous pousse, nous les politiques, à accompagner cette dynamique et à proposer des dispositifs d'exonération, notamment sur le financement participatif. Merci beaucoup. En Nouvelle-Calédonie, nous avons aussi développé le statut des jeunes entrepreneurs innovants, tout un tas de dispositifs. Tout cela pourquoi? Pour accompagner cette dynamique. Ces startups. Merci beaucoup, Vaimoua Mouliava, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est un événement que nous suivrons de très près puisque le Tech for Island, c'est à partir de demain jusqu'au 15 octobre. Alors que de grands projets immobiliers pourraient voir le jour à Moorea, Punaouia et Aroué, ils cristallisent aussi le mécontentement d'une partie de la population. Faut-il construire à tout prix des hôtels, des grandes surfaces et des résidences alors que le foncier devient inaccessible et que les associations craignent pour l'avenir du littoral? C'est le thème de votre émission Première Ligne ce soir, Lucille Guichet-Tirao. Oui, il y aura évidemment plusieurs points de vue sur ce plateau de première ligne dans les fauteuils de l'émission. C'est ça qui va enrichir le débat. Il y aura Tamatoa Bambridge, anthropologue, sociologue, qui a écrit plusieurs livres sur le Rahui, le foncier et les politiques publiques. Il nous livrera son expertise. Il y aura également Rahiti Buchin, le président de la fédération Tahei Aotea Moorea, qui regroupe des associations, des collectifs et des habitants de Moorea qui se battent pour que la plage de Tem'e conserve un accès public, mais aussi contre d'autres grands projets immobiliers de l'île, des terrassements notamment. Il nous parlera de l'actualité de la fédération et des combats qu'il mène au tribunal aujourd'hui. Il y aura également Doris Maruoy qui préside le collectif Mowa Rua Ura, Nui Iterayatea, qui s'oppose au projet New Tahara de Aroué, et puis Teiva Rafin, le directeur général délégué du groupe City en Polynésie, à l'origine des grands projets de Punaouia et d'Aroué, mais il y en a d'autres, il nous en parlera ce soir sur d'autres îles. Donc le pays a besoin de logements, a besoin de chambres d'hôtel, mais il y a aussi cette partie de la population qui refuse le tout béton sur le littoral, dans les vallées, sur des sites sacrés. Ce sont vraiment deux visions différentes du développement. Donc ce soir, on va essayer de comprendre les enjeux, les intérêts de chacun et de s'interroger collectivement sur quel projet d'avenir on souhaite pour le pays. Merci beaucoup, Lucille Guichet-Tirao, première ligne. C'est tout de suite après ce journal. C'est assez rare. Un incendie s'est déclaré à Rurutu hier vers 15h au dépotoir situé au centre de l'île. L'origine du sinistre serait due à des fermentations de gaz. Le feu s'est propagé sur 2 hectares de brousse au moins à cause du vent. Aucune habitation n'a été touchée, mais 5 pompiers ont tout de même été mobilisés jusqu'à 21h hier soir pour circonscrire le sinistre. À Paris, la science était en fête au CNAM. Hier soir, 16e édition du prix Jeunes Talents France pour les femmes et la science. Ce programme financé par la Fondation L'Oréal et parrainé par l'UNESCO vise à récompenser de jeunes chercheuses. Cette année, sur 600 candidats, 35 ont été primés. Parmi elles, 7 sont originaires des territoires ultramarins, dont une polynésienne. Chloé Posa-Chakra a été récompensée pour son projet sur la préservation des coraux. Elle s'exprime au micro de Gervais Nietzsche. C'est une grande fierté. C'est vrai que ça me renforce, ça me conforte dans mon choix professionnel. C'est des carrières qui demandent beaucoup de travail. C'est aussi un gros coup de pouce au niveau professionnel parce que ça nous donne de la visibilité. Parce qu'en tant que jeune chercheuse, on n'avait pas forcément très connu en fait de la communauté scientifique. Et personnellement, moi, ça me permet vraiment de parler des récifs coralliens qui présentent vraiment des enjeux de conservation très importants. Chloé Posa-Chakra, qui est actuellement doctorante au sein du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Et demain, un autre laboratoire notoire du pays sera à l'honneur dans votre émission L'Invité Café. Philippe Moal, le directeur de l'IFREMER, l'institut qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence dans le Pacifique.
5 décennies après être officiellement devenue commune, Tayarapu Ouest était en fête aujourd'hui. Petit instant nostalgique pour se rappeler des faits qui ont marqué l'histoire, comme la construction de la mairie de Veirao. Mais il y a surtout les Matahiapo qui n'ont rien oublié. Heipu Atewira, Sandroli. Le conseil municipal de ce temps-là, il y avait pour Veirao d'abord, il y avait celui-là, c'est un marhui. Celui-là, c'est un Bombastoler, Henri Bombastoler, c'est le frère à Alfred Bombastoler et compagnie, il y a un mois. Et pour Veirao, il y avait lui, Coco Maoni et Fao, famille Fao, Terimana. Cette photo a été prise lors du tout premier conseil municipal de 1972, au cours de la première mandature du maire de l'époque, Roger Doum. À part Georges, ils ont tous disparu. Avant, à l'école primaire, il y avait la chefferie. Et on se réunissait là-dedans. Toahutu, Veirao et Tehopo. On avait tous les 3 communes. Une dizaine de mandatures se sont succédées à Tayarapu Ouest, un demi-siècle de souvenirs sur les différentes infrastructures qui ont vu le jour. Je me rappelle premièrement, le quai de Veirao, ça a été commencé à construire en octobre 68 par une société de travaux maritimes et la CETIL. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé encore le quai, c'est toujours le même. C'est au début des années 70 que Tehopo, Veirao et Toahutu sont devenus des communes associées. Il y a toujours un lien entre la commune et la cuisine centrale. Alors, la cuisine centrale, ça se fait dans 3 districts. Il y a Veirao, Toahutu et Tehopo. Après un défilé haut en couleur, la cérémonie s'est terminée autour d'un bon repas offert par la commune. Et enfin, on prend le large à bord du Vaiarei. Pour la famille Tehahe, le voyage en ferry est une alternative simple et rentable pour voyager vers les Raromatei, mais surtout remplie de moments inoubliables. C'est notre Aai Finnois de ce mercredi soir avec Punuatuti. Baigné par des eaux cristallines, un camailleux de bleu habité par une faune riche et variée, sur l'île de Taha, un bateau s'apprête à partir en mer. À son bord, ce groupe de 15 jeunes originaires de Bora Bora. Après une immersion au cœur de l'île Vanille, c'est avec cette embarcation de 3 étages répartis sur 76 mètres de long que cette famille relie Taha à la perle du Pacifique. Beaucoup d'entre nous ne sont jamais partis sur le Telefo. Et c'était le moyen de pouvoir découvrir le Telefo, ses aménagements. Et jusqu'à là, on est là tous derrière en train de s'amuser tous ensemble. On a un bon cadre, une belle vue, un bel horizon. Et surtout avec la houle qu'on a dehors, je dis chapeau pour le Telefo parce qu'on ne le sent pas vraiment. C'est la première fois que je le prends, il est très grand, il est espacé. Il y a de la place pour tout le monde. Très bien. On est d'accord, on va passer au vote. Oui. Très bien. Alors. En quelques temps, le bateau est devenu le terrain de jeu de cette famille. Le but du jeu, c'est de tuer tous les loups-garous pour que les villageois restent en vie. Alors, il y a des villageois qui ont des pouvoirs comme voyante ou sorcière ou encore Cupidon. Rythmé par les sons des ukulélés, le chant Te Hangatamariki fait vibrer le public. Papa Tuatea est un habitué de ces bringues ambulantes. Oui, un peu de chanson, un peu de gaieté, quoi. Bon, ça va, il y a une sacrée ambiance. Tu arrives, il y a la guitare, il y a tout. Il y a des gens qui viennent jouer et tout, et voilà. Chaque mois, le VRI effectue 2 tournées sur les îles sous le vent avec plus de 300 passagers. Aujourd'hui, la voie maritime reste l'un des moyens les plus économiques pour voyager et découvrir les Raromatei.
L'information principale de ce journal, la prévention des risques professionnels est-elle à la hauteur de l'urgence? Le nombre d'accidents du travail a augmenté, 1795 l'an dernier contre 1737 en 2020. Il y a surtout les décès. Un employé est décédé sur un chantier de construction en septembre. Il s'ajoute donc à la liste des accidents mortels. Le BTP et l'hôtellerie-restauration sont les secteurs d'activité les plus touchés par les accidents du travail. Tahiti Info fait sa une demain sur les réquisitions du procureur dans l'affaire de la CEP, prison ferme requise donc. Sur vos écrans ce soir, après votre émission Première Ligne, le voilier bleu océan mouille à Raroya, rencontre avec Kali et Maui qui vivent de la pêche, puis direction l'île voisine, Makemo, qui a organisé son propre heiva. Et votre magazine Ça pousse au Fénois vous emmène à la rencontre de Ponia et quelques-unes de ses amies de Rurutu pour découvrir le pandanus. Et enfin, Patitifa vous raconte l'histoire singulière de Wallis et Futuna. Merci d'avoir été au rendez-vous. Belle nuit et à demain. On se quitte en musique. Chris Fushigami, virtuose hawaïen de ukulélé, est au Fénois à l'occasion du festival de ukulélé qui a lieu jusqu'au 14 octobre. Il s'achèvera par un concert prévu à la Maison de la Culture vendredi soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.